Est-ce que je commence ou... Bon, je vais m'introduire et commencer la présentation. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, la grande faucheuse a encore frappé et c'est avec une immense douleur que nous avons appris la perte, le décès de notre ami, le docteur Hourou. Je m'incline aujourd'hui devant toutes les victimes de ce maudit virus et je prie Dieu. Je tiens à remercier également le Forum médical de Chlef d'avoir organisé son congrès par visioconférence, par webinar. Je les félicite. De grandes sociétés savantes n'ont pas réussi à le faire. Et puis, je remercie les laboratoires Sanofi de m'avoir invité à animer ce symposium durant lequel je vais vous parler de l'intensification de l'insulinothérapie et essayer de répondre à 3 questions clés. Pourquoi intensifier? Quand intensifier? Et surtout, comment réussir notre intensification? Donc, à la première question, pourquoi intensifier? D'abord, il y a des réponses qui nous sont données par les études. Et si vous prenez une photographie des diabétiques sous basalthérapie à un instant T, vous allez retrouver que presque ou un peu plus de 50% ne sont pas à l'objectif thérapeutique. Les études nous ont également prouvé et montré que quand on intensifie un traitement chez des patients sous basalthérapie avec une approche basal plus ou basal bolus, on arrive à réduire l'HbA1c de moins de 1,6% jusqu'à moins de 2% et ainsi d'atteindre l'objectif thérapeutique. Deuxième réponse au pourquoi de cette intensification, c'est que les études nous ont également montré que quand vous avez un patient diabétique sous basalthérapie et quand il est déséquilibré, c'est la glycémie postprandiale qui participe le plus à ce déséquilibre. Et ça va de 58,9% lorsqu'il est plus de 8% d'HbA1c jusqu'à presque 70% lorsqu'il est à moins de 6,5%. Troisième raison pour laquelle on doit intensifier le traitement chez le diabétique, regardez ici une approche standard en pointillé noir versus une approche agressive et intensive en pointillé bleu. Et le fait de s'exposer à cette hyperglycémie chronique pendant les 5 années va se traduire par une augmentation de l'infarctus du myocarde de 67%, de l'AVC de 51%, de l'insuffisance cardiaque de 64% et du critère composite événement cardiovasculaire de l'ordre de 62%. Donc, voici déjà 3 raisons pour lesquelles nous devons intensifier le traitement chez un patient qui est sous basalthérapie. La deuxième question, c'est quand doit-on intensifier l'insulinothérapie? D'abord, nous allons commencer par un constat. Chez les Britanniques, cette étude qui a montré que pour intensifier, pour passer d'un ADO à 2 ADO, on peut prendre jusqu'à 2,9 ans, avec des patients qui sont au-delà de l'objectif. De 2 ADO à 3 ADO, ça peut prendre 7,2 ans. De 3 ADO à l'instauration d'une insuline basale, chez des patients déséquilibrés, ça prend 7 ans. Et chez un patient sous basalthérapie, pour intensifier le traitement, que ce soit par un analogue du GLP-1, des prémix ou des bolus d'insuline, ça prend 3,7 ans avec une HbA1c qui est supérieure à 7,5%. C'est pour vous dire quel retard on prend, même dans un pays développé comme la Grande-Bretagne, où nous allons jusqu'à 10 ans pour intensifier un traitement. Alors,
ce retard, regardez ici, quand on compare l'approche intensive et agressive versus l'approche conventionnelle, vous voyez qu'il y a une différence par rapport à l'atteinte de l'objectif d'HbA1c. Donc, vous avez une dizaine d'années où on est au-delà de l'HbA1c, et ça monte jusqu'à 9,7%, alors que l'approche intensive et agressive vous permet d'avoir une HbA1c aux objectifs, c'est-à-dire à moins de 7%. Alors, quand intensifier, deuxième réponse à la deuxième question, c'est après 3 à 6 mois de titration, lorsque la glycémie à jeun est dans la cible et une HbA1c est élevée. C'est une indication d'une insuline prandiale. Deuxième raison, c'est les hypoglycémies nocturnes. Et la troisième raison, c'est lorsque vous avez des doses élevées d'insuline basale qui dépassent les 0,5 unités par kilo par jour, le besoin à ce moment-là d'une insuline prandiale est très probable. Et à la troisième question, et qui je pense est la plus importante, comment intensifier? Alors, pour réussir une intensification d'une insulinothérapie, il faut absolument respecter 3 étapes. D'abord, lutter contre l'inertie clinique. Deuxièmement, faire une éducation thérapeutique à votre patient. Et troisièmement, ne pas se tromper sur le bon schéma thérapeutique. Premièrement, par rapport à l'inertie clinique, cette étude faite par Philips et ses collaborateurs montre que l'inertie clinique est due à l'inertie des médecins dans 50% des cas. Donc, les facteurs liés aux médecins par rapport à l'inertie clinique semblent les plus importants que les facteurs liés aux patients ou aux organisations et aux systèmes de soins. Donc, pour lutter contre cette inertie chez le médecin, il faudrait d'abord lever les barrières du médecin. Premièrement, il faudrait que le médecin lui-même soit convaincu et motivé pour atteindre les objectifs glycémiques. Parce que si l'on n'est pas convaincu, si l'on n'est pas motivé, on ne peut pas transmettre ces objectifs à notre patient. Deuxièmement, il ne faut surtout pas retarder l'intensification quand elle est indiquée. Troisièmement, il faudrait qu'il y ait une formation. Cette formation va se traduire par le besoin, la nécessité de nos médecins de se conformer aux recommandations internationales, de connaître parfaitement les objectifs, de connaître comment initier une intensification, quelle est la dose et quelles sont les modalités de titration. Il faut que le médecin soit proactif plutôt que réactif. Donc, dès le départ, il doit expliquer à son patient l'histoire de la maladie diabétique. Et que cette histoire, il arrivera le jour où on nécessitera de l'insulinothérapie. Et quand il instaure cette insulinothérapie basale, il doit déjà préparer son malade à une intensification de cette insulinothérapie. Et enfin, élément très important, il faudrait qu'il consacre le temps nécessaire, le temps qu'il faut pour expliquer cette intensification. Ensuite, il faudrait passer au patient, lever l'inertie du patient. Alors, comment on va lever les barrières du patient? D'abord, par l'écoute. Il faut bien connaître votre patient. Par l'évaluation pour définir quel est le profil de votre patient. Il faut prioriser les traitements, surtout chez les patients polymédicamentés. Il faut partager les connaissances et surtout les décisions. Ce n'est plus des ordres qu'on donne à nos patients, ce sont des décisions qui sont partagées après explication. Il faudrait former le patient aux techniques d'injection, aux sites d'injection, aux horaires, etc. Il faudrait l'autonomiser, très important. Nous, on le voit une fois tous les 3 mois ou dans le meilleur des cas, dans 1 mois après un changement de traitement. Il faudrait qu'il soit autonome. Il faudrait qu'il soit autonome par rapport à la titration des doses, par rapport à la gestion des hypoglycémies, etc.
Et il faudrait que le patient sache exactement quels sont les objectifs glycémiques. Et si vous vous amusez à demander à vos patients en consultation quel est l'objectif glycémique, je vous assure que dans les 70%, malgré vos explications, ils ne savent pas que c'est moins de 7%. Ils ne savent pas que la glycémie à jeun doit être à moins de 1,30 et une glycémie postprandiale à moins de 1,80, ceci dans le cadre général. Donc, essayez de lever les barrières du patient. Et cette levée des barrières du patient passe par l'éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique, c'est la deuxième étape qu'on doit implémenter pour réussir cette intensification. Et lors du dernier congrès en juin en 2020 de l'ADA, il y a eu un appel de différentes associations, des diabétologues, des nutritionnistes, des éducateurs, des pharmaciens, des paramédicaux, un appel à généraliser ce qu'on appelle le DSMES. Alors, c'est quoi ce DSMES? C'est le Diabetes Self-Management Education and Support. En français, ça veut dire apprendre aux patients l'autogestion du diabète, lui donner cette autonomie par l'éducation et par le soutien. Donc, c'est un programme, si vous voulez, c'est un module qui doit durer plus de 10 heures. Il est fondé sur des bases évidentes, individualisé aux besoins de la personne. Il doit disposer d'un programme écrit, structuré, fondé sur une théorie. Il doit être enseigné par des individus qui sont formés. C'est des éducateurs et compétents en éducation thérapeutique. Il peut être livré en groupe ou individuellement. Il doit être aligné sur les besoins de la population locale. Il va aider la personne et sa famille à développer des attitudes, des croyances, des connaissances, des compétences pour autogérer le diabète. C'est l'éducation. Il doit comprendre une explication sur la physiopathie, sur le traitement, sur les complications aiguës et chroniques. Il doit faire face à des problèmes et préoccupations psychologiques. C'est pour ça qu'on l'appelle et soutien. C'est un soutien qu'on doit apporter à notre patient sur le plan psychologique. Il doit être à la disposition des patients au moment critique. On va voir les 4 temps cruciaux pour implémenter ce module de DSMES. Il doit inclure la surveillance des progrès du patient. Donc, on va évaluer ce DSMES de façon cyclique pour voir si le patient a bien appris ce qu'on lui a enseigné. Et enfin, ce DSMES doit être audité par des instances qui vont évaluer la dispensation de cet enseignement et la qualité de cet enseignement. Donc, ce DSMES, c'est une intervention qui est clé pour permettre aux personnes diabétiques de prendre des décisions. Elles doivent être autonomes. Ces décisions sont éclairées et d'assumer la responsabilité de gestion quotidienne du diabète. Il est au cœur de la mise en œuvre des principes de soins. Alors, 4 moments cruciaux, importants pour dispenser ou modifier le DSMES. Au diagnostic du diabète, annuellement et quand les objectifs ne sont pas atteints, lorsqu'il y a apparition de complications et lorsqu'il y a une transition dans une vie ou une transition dans la prise en charge. Donc, à chaque fois que vous changez un traitement, que vous intensifiez une insulinothérapie, par exemple, que vous rajoutez un deuxième ADO, il faudrait faire ce DSMES pour l'adapter à cette nouvelle situation. Il faudrait savoir utiliser un langage qui motive, un langage qui soit neutre, sans jugement, basé sur des faits, des actions, de la physiologie. Utiliser un langage qui est exempt de stigmatisation. Un langage basé sur la force, donc il faut être convaincu et convaincant, mais dans le respect. Et il faut donner espoir, plutôt que donner la peur. Il faut utiliser un langage qui favorise la collaboration entre les patients et les prestataires.
et il faut utiliser un langage qui est centré sur la personne. Et préférable de dire, par exemple, une personne avec diabète, atteinte de diabète, que de qualifier votre patient de diabétique. Et là, vous centralisez votre action sur une glycémie et non pas sur la personne qui a une maladie, comme elle peut avoir une autre maladie. Et enfin, j'arrive au choix du bon schéma pour réussir l'intensification de cette insulinothérapie. Alors, les modalités d'intensification de l'insulinothérapie, d'après Louis Monnier, dans cette publication en 2014, il nous dit qu'il y a deux schémas d'intensification. Et il les classe en schéma personnalisé et schéma non personnalisé. Alors, le schéma personnalisé, c'est celui qui va vers le basal plus ou basal bolus, et le schéma insulinique non personnalisé, c'est celui qui utilise les prémix. Et il justifie ceci par le fait que le schéma basal plus vers le basal bolus, il s'adapte à la vie de la personne, alors que le schéma prémix, c'est la personne qui doit s'adapter à l'insuline, au schéma thérapeutique. La stratégie d'intensification, selon les recommandations de l'ADA en 2018, qui ont été reprises par l'ADA en 2019 et même en 2020, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'après une insuline basale, il faudrait intensifier par le rajout d'une insuline prandiale. C'est la recommandation, même s'il existe une voie alternative où on peut utiliser 2 ou 3 prémix. Et quand la prandiale basale plus ne suffit pas, on va faire une approche progressive, pas à pas, pour aller vers un basal bolus complet. En 2020, l'ADA, les Standards of Medical Care in Diabetes, ils vous disent que pour intensifier le traitement, après une basale, quand ça ne marche pas, on doit rajouter une prandiale, une insuline prandiale. C'est la façon qui est la plus recommandée. Et quand cette insuline basale plus ne suffit pas, on a 3 façons de faire. Soit on rajoute un deuxième bolus, voire le 3e bolus pour arriver au basal bolus complet, soit on intensifie par 2 prémix. Et ils ont enlevé dans ce schéma d'intensification les 3 prémix. Donc, vous avez soit les 2 prémix, soit un basal plus 2 plus et basal bolus, soit pour des questions de coût, ils ajustent la NPH avec qui ils mélangent de la rapide. Donc, vous voyez que les recommandations, la voie qui est la plus recommandée, c'est après une basale, lorsqu'elle ne marche pas, de rajouter un bolus d'insuline rapide, et puis vous avez le droit d'intensifier par la suite entre basal bolus ou des prémix, mais avec le risque d'hypoglycémie, de prise de poids dans la voie alternative qui est le prémix. Alors, ces recommandations sont basées sur des études. Et malgré l'ancienneté de cette étude en 2013, c'est celle qui a été à la base de l'insulinothérapie et à la base de l'intensification de cette insulinothérapie. Alors, cette étude, elle a pris des patients qui étaient diabétiques de type 2, qui étaient sous 2 à 3 ADO et qui étaient déséquilibrés. 391 diabétiques de type 2, et on a choisi d'intensifier soit par des schémas prémix, 2 prémix, il y avait 194 patients, soit un schéma glargine avec une glulisine, donc un basal plus, il y avait 194 patients, et puis le 3e schéma, c'est de mettre une glargine avec 3 bolus, donc un basal bolus complet, Lantus, Apidra, 194 personnes.
Alors, les caractéristiques de base étaient complètement similaires dans les trois bras. C'est pour ne pas qu'il y ait des biais de sélection. Et voici les résultats. Donc, le résultat principal, c'est la non-infériorité de la glargine plus une glulysine vs prémix sur la réduction de l'HbA1c. Et vous voyez ici que sur l'HbA1c, prémix, ils ont baissé de moins de 2%, et la glargine plus une glulysine a baissé de moins de 2,3, avec un P de non-infériorité qui était significatif. Donc, première conclusion, c'est que la glargine plus un bolus plus apidra était au moins équivalente à 2 prémix. Mais le résultat le plus intéressant, j'allais dire, dans cette étude, c'est que dans cette approche-là, il y a un sujet sur 4 qui n'a pas eu besoin du rajout du bolus. Et donc, dans 25% des cas, la glargine seule a pu faire la même chose que les 2 prémix. C'est pour cette raison que dans les recommandations, on retrouve que l'initiation est faite par ce qui est recommandé par une basale. Deuxième résultat sur le deuxième critère principal, c'était de prouver la supériorité du basal bolus avec l'anthus et 3 apidra versus 2 prémix sur l'HbA1c. Et là, vous avez chez les patients qui étaient sous prémix 38,1% qui ont atteint une HbA1c à moins de 7% versus 44,1% chez les patients sous glargine plus 3 glulysine. Donc, il a été largement supérieur avec un P de supériorité qui était significatif. Donc, glargine plus 3 glulysine est significativement plus efficace sur l'HbA1c que les prémix. Mais là aussi, le résultat le plus important à mes yeux, c'est que dans cette approche-là, step by step, une approche stepwise approche ou pas à pas, vous voyez que les patients, dans 61% des cas, n'ont eu besoin que d'une glargine plus un bolus pour être supérieur à ces prémix. Alors, les critères secondaires, ils ont comparé surtout les 2 prémix versus glargine plus une glulysine. D'abord, sur l'HbA1c, sur l'atteinte d'HbA1c, 49% des patients qui étaient sous glargine glulysine étaient à la cible, alors que 39% chez les patients sous 2 prémix, donc significativement plus de patients qui ont atteint l'HbA1c. Deuxième critère secondaire, c'est sur les glycémies à jeun. Dès les premières semaines, il y avait une différence significative et qui est restée stable, la différence sur les basal plus versus le bras de prémix. Troisième résultat du basal plus versus de prémix par rapport aux hypoglycémies, donc moins de 0,70, 62,5%, alors que dans les prémix, c'était 72%, avec un P significatif en faveur du bras glargine plus une glulysine. Et sur les hypoglycémies à moins de 0,50, là aussi 32,6% dans le bras glargine glulysine versus 45,9% dans le bras de prémix, avec là aussi un P significatif. C'est pour cela que dans les recommandations, on retrouve que même l'intensification par les prémix, ils vous mettent, faites attention à plus d'hypoglycémie. Troisième critère secondaire, c'est la dose d'insuline qui était supérieure dans le bras prémix que dans le bras glargine plus une glulysine, avec des P significatifs sur les 5 années. Et enfin, sur le poids, il y avait moins de prise de poids dans le bras glargine glulysine que dans le bras prémix, avec une différence significative dès la première année et qui s'est poursuivie durant les 5 années.
Donc, ce qu'il faut retenir de cette étude Riedel, c'est que la stratégie basale plus, par une glargine plus une glulizine, est au moins aussi efficace que de prémix. Mais en plus, par rapport aux critères secondaires, il y a un meilleur maintien de l'HbA1c à moins de 7%, il y a un meilleur contrôle de la glycémie à jeun, il y a moins d'hypoglycémie et moins de prise de poids. Et la stratégie glargine plus 3 glulizines, donc lentus plus 3 apidra, est supérieure dans le maintien d'une HbA1c à moins de 7% et elle est associée à moins de risque d'hypoglycémie que dans la stratégie prémix 2 fois par jour. Donc, ce qui est recommandé, c'est que d'avant d'arriver à ce basal bolus complet, il est proposé de faire une stratégie pas à pas, la stepwise approche. Ça permet quoi, ce basal plus? Il permet une meilleure flexibilité. Parce qu'on sait que ça dépend des pays, des habitudes, des régions. Les repas ne sont pas les mêmes. Il y en a qui mangent beaucoup au petit déjeuner, d'autres au déjeuner, d'autres au dîner. Et donc, ce rajout d'insuline permettra d'écréter cette hyperglycémie postprandiale du repas le plus hyperglycémique. Et donc, on pourrait, par cette flexibilité, le mettre juste avant le repas le plus hyperglycémique. L'avantage également de ce basal plus, c'est qu'il a un effet de translation. Lorsqu'on baisse une glycémie postprandiale, la plus élevée, par effet de translation, on va baisser les autres glycémies postprandiales. Et puis, c'est une façon de faciliter l'introduction d'un basal bolus. Regardez cette approche basal plus qui a été testée aux États-Unis et en France. En France, l'habitude du pays, c'est que le repas le plus hyperglycémique, c'est le petit déjeuner, alors qu'aux USA, c'est le dîner. Et quand ils mettent une insuline, une rapide, avant le petit déjeuner en France et avant le dîner aux USA, regardez qu'il y a une baisse de cette glycémie postprandiale au petit déjeuner en France qui va induire par effet de translation la baisse des autres glycémies postprandiales. Aux États-Unis, la baisse de la glycémie postprandiale au dîner va également se traduire par une baisse des autres glycémies postprandiales. Donc, cette approche est tout à fait recommandée pour introduire un basal bolus. Comment procéder? C'est hyper simple. D'abord, il faudrait déterminer le repas le plus hyperglycémiant, c'est la moyenne des glycémies postprandiales sur 3 jours. Ensuite, quelle dose on doit donner en premier? C'est 0 à 0,5 unités par kilo, ce qui correspond à peu près 3-4 unités. Donc, on commence, on fait la moyenne, on détecte le repas le plus hyperglycémiant et on met un bolus de 4 unités avant ce repas. Alors, on va contrôler par la suite 2 heures après. Si c'est entre 1,20 et 1,80, on laisse la même dose. Si ça dépasse 1,80 2 jours de suite, on rajoute 2 unités le 3e jour. Si c'est à moins de 1,20, on diminue d'une unité le jour suivant. Donc voilà, toujours ces cibles, ces objectifs, il faut toujours considérer la glycémie préprandiale. Parce que si vous avez une glycémie préprandiale de 1,90 g, il ne faut pas s'attendre à avoir une glycémie postprandiale à 1,80 g. Parce qu'on tolère une différence de 0,5 g entre pré- et postprandial. Alors, en conclusion, je dirais que l'intensification de l'insulinothérapie par étape, stepwise intensification, donc pas à pas, à travers la stratégie basal plus, est une approche logique. Elle est basée sur des faits physiopathologiques et constitue le moyen le plus simple pour l'affronter. C'est une étape intermédiaire importante pour faciliter d'abord l'acceptation de l'intensification et pour ensuite embarquer notre patient, un embarquement sûr et efficace sur des schémas insuliniques plus optimisés comme un basal bolus. Et je vous remercie.